Chapitre 18. Anne porte secours à un enfant malade. Les événements importants sont toujours liés à de petites choses. Au premier abord, on ne voit pas comment la décision d'un premier ministre du Canada de se rendre à l'île du Prince-Édouard au cours d'une tournée politique aurait pu avoir la moindre influence sur le destin de la petite Anne Shirley de la maison au pignon vert. Et pourtant, le premier ministre vient en janvier pour s'adresser à ses partisans loyaux et autres, lors d'un énorme ralliement qui a eu lieu à Charlottetown. Le Premier ministre vint en janvier pour s'adresser à ses partisans loyaux et autres lors d'un énorme ralliement qui a eu lieu à Charlottetown. La plupart des habitants d'Avonlea appuyaient le Premier ministre. Aussi, le soir du ralliement, presque tous les hommes, et une bonne proportion des femmes, s'étaient rendus en ville, à 30 km d'Avonlea. Madame Rachel Lynde était du nombre, animée d'une incroyable ferveur politique. Elle n'aurait jamais accepté qu'un ralliement semblable puisse avoir lieu sans elle, indépendamment de ses faveurs personnelles, qui n'allaient pas au Premier ministre. Elle se rendit donc en ville et emmena son mari. Thomas serait utile pour s'occuper du cheval, et Marilla Culbert. Marilla éprouvait pour la politique un penchant inavoué, et, se disant qu'il s'agissait peut-être là de sa seule chance d'apercevoir un Premier ministre en chair et en os, elle n'hésita pas à la saisir, et abandonna la maison aux bons soins d'Anne et de Matthew jusqu'à son retour prévu pour le lendemain. Aussi, tandis que Marilla et Madame Rachel s'en donnaient à cœur joie à Charlottetown, Anne et Matthew se partageaient les plaisirs de la cuisine de Green Gables. Un beau feu vif rougeoyait dans le vieux Paul Waterloo, tandis que, sur les vitres, se formaient des cristaux de givre irradiant d'un éclat bleu et blanc. Matthew, sur le canapé, hochait la tête en lisant le Farmer's Advocate, la revue des agriculteurs, tandis qu'Anne, à la table, étudiait ses leçons avec ardeur, tout en lançant, à la dérobée, des regards nostalgiques vers l'étagère où se trouvait l'horloge, et surtout, le nouveau livre que Jane Andrews lui avait prêté le jour même. Jane lui avait assuré que ce livre était passionnant, stimulant, ou autre épithète du même sens, et Anne en avait les doigts qui lui démangeaient, à force d'être tentée de le saisir. Mais cela aurait signifié une victoire de Gilbert Blythe le lendemain. Anne tourna donc le dos à l'étagère et au livre et s'efforça d'oublier leur existence. « Matthew, quand tu étais à l'école, as-tu jamais étudié la géométrie ?»« Eh bien, non, fit Matthew se réveillant en sursaut. « J'aimerais tant que ce soit le cas, soupira Anne, car tu pourrais me comprendre. On ne peut pas vraiment comprendre ce qu'est la géométrie tant qu'on ne l'a pas étudiée. C'est une sorte de nuage qui assombrit toute ma vie. Je suis tellement mauvaise en géométrie, Matthew. »« Eh bien, disons, je ne sais pas, fit Matthew pour la consoler. Je crois, moi, que tu travailles très bien en tout. Monsieur Phillips m'a dit, la semaine passée, dans le magasin Blair, à Carmody, que tu étais l'écolière la plus intelligente de l'école, et que tu faisais des progrès rapides. Des progrès rapides, c'est exactement ce qu'il a dit. Il y a ceux qui critiquent Teddy Phillips en prétendant qu'il ne vaut pas grand-chose comme maître, mais moi, je pense qu'il est très bien. Je suis sûre que je me débrouillerais bien mieux en géométrie, si seulement il ne changeait pas les lettres, se lamenta Anne. J'apprends le problème par cœur, et puis il l'écrit sur le tableau noir et y met des lettres différentes de celles qu'il y a dans le livre. Et je ne m'y retrouve plus du tout. Je ne pense pas qu'un instituteur ait le droit de se montrer aussi mesquin dans ses méthodes d'enseignement, n'est-ce pas ? Nous sommes en train d'étudier l'agriculture en ce moment, et j'ai enfin compris pourquoi les routes sont rouges. Cela me rassure. Je me demande si Marilla et Madame Lynde s'amusent bien. Selon Madame Lynde, le Canada est sur une bien mauvaise pente, et cela à cause de la manière dont on décide des choses à Ottawa. Et elle déclare que c'est un sérieux avertissement pour les électeurs. Elle dit que si les femmes avaient le droit de voter, les choses changeraient vite pour le mieux. Tu votes pour qui, toi, Matthew ? Conservateur, se hâta de répondre Matthew. Voter conservateur, pour Matthew, c'était une sorte de religion. Alors, je suis pour les conservateurs, moi aussi, poursuivit Anne d'un ton décidé. Je suis contente parce que certains gars, à l'école, sont des libéraux, des rouges, comme ils disent. Je pense que M. Phillips est un rouge, étant donné que le père de Prissy Andrews l'est aussi, et Ruby Gillis prétend que lorsqu'un homme fait la cour à une fille, il faut toujours qu'il soit du bord de sa mère pour la religion et du bord de son père pour la politique. Est-ce que c'est vrai, Matthew ? Eh bien, disons que je ne sais pas, fit Matthew. As-tu jamais fait la cour à quelqu'un, Matthew ? Eh bien, non, disons que cela ne m'est jamais arrivé, répondit Matthew, que cette pensée
n'avait sans doute jamais effleuré. Anne, le menton appuyé sur les mains, réfléchissait. Cela doit être fort intéressant que de courtiser quelqu'un, tu ne crois pas, Matthew? Ruby Gillis dit que, quand elle sera grande, elle saura faire tirer la langue au plus grand nombre de partisans possible, et qu'ils seront tous fous d'elle. Mais je crois que c'est un peu excessif. J'aimerais mieux en avoir juste un qui soit vraiment épris de moi. Mais c'est vrai que Ruby Gillis, avec toutes ses grandes sœurs, en connaît long sur le sujet. Et Madame Lynn déclare que les hommes s'arrachent les filles Gillis comme des petits pains chauds. Monsieur Phillips se rend près de Prissy Andrews presque tous les soirs. Il assure que c'est pour l'aider dans ses études, mais Miranda Sloane, elle aussi, étudie pour entrer à Queen's, et je pense vraiment qu'elle aurait plus besoin d'aide que Prissy, stupide comme elle est. Mais il ne va jamais l'aider le soir. Il y a beaucoup de choses dans ce bas monde que je ne comprends pas très bien, Matthew. Eh bien, disons que moi, je ne les comprends pas trop non plus, reconnut Matthew. Bon, je suppose que je dois en finir avec mes leçons avant de m'autoriser à ouvrir ce nouveau livre que Jane m'a prêté. La tentation est grande, Matthew. Même quand je lui tourne le dos, je le vois encore devant moi. Jane m'a dit qu'elle a tellement pleuré en le lisant qu'elle était épuisée. J'adore qu'un livre me fasse pleurer, mais je pense que je vais porter ce livre-là dans le grand salon, l'enfermer dans le placard à confiture et te donner la clé. Et tu ne devras en aucun cas me la rendre avant que je n'ai fini mes leçons, même si je t'implore à genoux. C'est très bien de croire qu'on peut résister à la tentation, mais ce sera bien plus facile si je n'ai pas la clé. Tiens, ne devrais-je pas descendre en vitesse à la cave chercher quelques pommes rainettes? Tu n'aimerais pas croquer dans une rainette succulente, Matthew? Eh bien, pour dire vrai, je n'en sais trop rien, dit Matthew, qui ne mangeait jamais de rainettes, mais qui savait bien qu'Anne les adorait. Au moment précis où Anne émergeait, triomphante de la cave, avec son plateau de rainettes, on entendit des pas précipités sur le balcon extérieur, aux planches durcies par le gel. Tout de suite après, la porte de la cuisine s'ouvrit d'un coup, et Diana Barry se précipita à l'intérieur. Blême, hors d'haleine, elle avait à peine eu le temps de se couvrir la tête d'un fichu. Anne laissa aussitôt choir sa chandelle et son assiette, tant elle fut surprise. Assiette, chandelle, pommes, tout cela alla s'écraser au pied de l'échelle de la cave. Et c'est là que, le lendemain, Marilla les retrouva engoncés dans de la graisse fondue. Et elle les ramassa, rendant grâce à Dieu que la maison n'eût pas pris feu par la même occasion. Qu'est-ce qui se passe donc, Diana? S'écria Anne. Ta mère est-elle finalement revenue sur sa décision? Oh, Anne, viens vite! Fit Diana, implorante, à bout de nerfs. Minnie May est gravement malade. Elle a le croup. À ce que prétend la petite Marie-Jo. Mon père et ma mère sont partis en ville et il n'y a personne pour aller chercher le docteur. Minnie May va très mal et la petite Marie-Jo ne sait pas quoi faire. Et oh, Anne, j'ai tellement peur! Matthew, sans un mot, alla chercher sa casquette et son manteau, se glissa derrière Diana et disparut dans l'obscurité de la cour. Il est allé atteler la jument à Lausanne pour aller chercher le docteur à Carmody, dit Anne, s'empressant d'enfiler sa veste et son bonnet. Je le sais aussi bien que s'il l'avait dit. Matthew et moi, nous sommes si proches que je peux lire dans ses pensées comme dans un livre. Je ne pense pas qu'il puisse trouver un docteur à Carmody, dit Diana sanglotante. Je sais que le docteur Blair est allé en ville, et je suppose que le docteur Spencer y sera allé aussi. La petite Mary-Jo ne connaît rien aux Croops, et Madame Lynn n'est pas là. Oh, Anne! Ne pleure pas, Didi, fit Anne joyeusement. Je sais exactement ce qu'il faut faire pour le croup. Tu oublies que Madame Hammond a eu 3 fois des jumeaux. Quand on s'occupe de tant de jumeaux à la suite, on en retire une bonne expérience. Ils ont tous eu le croup à tour de rôle. Attends simplement que j'aille chercher la bouteille d'épicéa. Il n'y en a peut-être pas chez vous. Allez, maintenant, viens. Les 2 petites filles filèrent, main dans la main, descendirent rapidement le chemin des amoureux, traversèrent par le champ durci qui se trouvait plus bas, car la neige était trop profonde pour pouvoir couper par les bois. Anne, bien que sincèrement désolée de ce qui arrivait à Minnie May, était cependant loin d'être insensible au charme particulier de la situation et à la douceur qu'il y avait de partager cet instant exquis avec une âme sœur. Ce soir de gel était clair, les ombres noires comme l'ébène, les pentes enneigées étincelantes comme l'argent. De grosses étoiles brillaient sur les champs silencieux. Çà et là se dressaient des sapins, aux branches poudrées de neige, dans laquelle le vent s'engouffrait en sifflant. Anne trouvait délicieux de filer ainsi à travers tant de mystère et de beauté, en compagnie de l'amie de cœur dont elle avait été éloignée si longtemps. Minnie May, qui avait 3 ans, était vraiment très malade.
Elle était couchée sur le canapé de la cuisine, fiévreuse, agitée, et l'on pouvait entendre dans toute la maison sa respiration sifflante. Marie-Jo, une Acadienne de Lens, adolescente plantureuse au visage rond, avait été engagée par Madame Barry pour s'occuper des enfants pendant son absence. Mais elle était en proie à un tel affolement qu'elle ne parvenait guère à réfléchir et encore moins à agir. Anne, elle, se mit au travail, rapide et efficace. Minnie May a bien le croup. Elle est mal en point, mais j'ai vu pire. D'abord, il nous faut beaucoup d'eau chaude. Ma parole, Diana, il y en a à peine une tasse dans cette bouilloire. Voilà, elle est pleine. Toi, Marie-Jo, tu peux mettre du bois dans le poêle. Je ne veux pas te vexer, mais il me semble que tu aurais pu y penser avant, avec un peu d'imagination. Bon, et maintenant, je vais déshabiller Minimé et la mettre au lit. Essaye de trouver des draps de flanelle, bien doux, Diana. Mais tout d'abord, je vais lui faire prendre une dose d'épicéa. Minimay n'apprécia guère l'épicéa, mais Anne n'avait pas réussi à élever 3 paires de jumeaux sans en tirer quelques expériences. L'épicéa fut administré plus d'une fois au cours de la longue nuit d'attente qui vit les 2 fillettes s'activer sans relâche au chevet de la petite Minimay malade. Quant à la jeune Marie-Jo, elle essayait de se rendre utile en ravivant le feu et en faisant chauffer plus d'eau qu'il n'en aurait fallu pour tout un hôpital de bébés souffrant du croup. Matthew revint vers le médecin vers les 3 heures seulement, car il avait dû se rendre jusqu'à Spencerval. Toutefois, une aide médicale n'était plus aussi urgente. Minimé se sentait visiblement mieux et respirait paisiblement. J'ai bien failli désespérer, expliqua Anne. Son état empirait, jusqu'à devenir pire que celui des derniers jumeaux Anmoun. J'ai même cru qu'elle allait mourir étouffée. Quand je lui ai donné la dernière goutte d'épicéa, je me suis dit, c'est vraiment la dernière chance. Et j'ai bien peur que cela ne serve à rien. Je ne l'ai pas dit à Diana et à Marie-Jo, parce que je ne voulais pas les inquiéter davantage. Mais il fallait que je me l'avoue, au moins, pour me soulager un peu. Et alors, en 3 minutes, elle a commencé à tousser et à cracher le flegme, et son état s'est amélioré brusquement. Imaginez, docteur, à quel point je me suis sentie soulagée. Je ne peux vous décrire avec des mots, vous le savez bien, il y a des choses que les mots n'arrivent pas à exprimer. Oui, je sais, acquiesça le médecin. Il considéra Anne comme s'il avait, effectivement, à son sujet, certaines pensées qu'il ne pouvait exprimer par des mots. Plus tard, cependant, il confia à monsieur et madame Barry. Cette petite rouquine qu'ils ont chez les Culbert est aussi futée que possible. Je vous le dis, elle a sauvé la vie de ce bébé. Je serais arrivé trop tard, moi. Elle possède une habileté et une présence d'esprit tout à fait étonnantes chez une fillette de cet âge. Vous auriez dû voir ses yeux pendant qu'elle m'expliquait ce qu'elle avait eu à faire. Je n'avais jamais rien vu d'aussi remarquable. Anne, elle, était rentrée, par ce merveilleux matin d'hiver, blanc de gel, les paupières alourdies par le manque de sommeil, ce qui ne l'avait pas empêché de parler sans arrêt à Matthew. Tandis qu'il traversait le grand champ illuminé et passait sous les arceaux féeriquement étoilés que formaient les érables du chemin des amoureux. Oh, Matthew, ce matin n'est-il pas merveilleux? Ne trouves-tu pas que le monde ressemble à un rêve gigantesque que Dieu aurait inventé pour son seul plaisir? On dirait que ces arbres vont s'envoler si je souffle fort. Pouf! Je suis si contente de vivre dans un monde où il y a de la gelée, pas toi? Et je suis tellement heureuse, après tout, que Madame Hammond ait eu 3 fois des jumeaux. Si elle n'en avait pas eu, je n'aurais pas su quoi faire pour Minnie May. Je regrette finalement de m'être emportée contre Madame Hammond, parce qu'elle avait eu des jumeaux. Mais oh, Matthew, comme j'ai sommeil, je ne pourrai jamais aller à l'école. Je ne saurais pas garder les yeux ouverts et je ne pourrai que m'y montrer complètement idiote. Mais ça m'ennuie tellement de rester à la maison parce que certains autres font passer en tête de la classe et il est bien difficile de les rattraper. Encore que, bien entendu, plus c'est difficile, plus on a de satisfaction quand on y réussit, n'est-ce pas? Eh bien, disons que je pense que tu réussiras quand même très bien, dit Matthew, en regardant le petit visage émacié d'Anne, noirci par les cernes. Monte tout de suite te coucher et dors bien. Je m'occuperai du ménage. Anne suivit le conseil de Matthew et monta se coucher, et dormit si longtemps et si paisiblement que l'après-midi hivernal, aux lueurs roses et blanches, était déjà largement entamé lorsqu'elle se réveilla et descendit à la cuisine. Marilla, revenue à la maison entre-temps, tricotait. Oh, as-tu vu le Premier ministre? S'écria Anne en l'apercevant. Il avait l'air de quoi, Marilla? Eh bien, ce n'est pas sur sa mine qu'on l'a élu, dit Marilla.
Quel nez à cet homme, mais il sait parler. J'étais assez fière d'être conservatrice. Rachel Lynch, bien sûr, n'était pas impressionnée, libérale comme elle l'est. Ton déjeuner est dans le four, Anne, et tu peux aller te chercher des conserves de prunes bleues dans le garde-manger. Tu dois avoir faim. Matthew m'a raconté ce qui s'est passé la nuit dernière. Je dois dire que tout le monde a eu de la chance que tu aies su quoi faire. Moi, je n'en aurais pas eu la moindre idée. Je n'ai jamais vu personne qui souffre du croup. Allons, maintenant, assez de bavardage, et prends ton déjeuner tranquille. Je sais, rien qu'à te regarder, que tu as la tête pleine de grands discours, mais ils peuvent attendre. Marilla, elle, avait quelque chose à dire à Anne, mais elle ne le fit pas tout de suite, car elle savait qu'Anne en serait si enthousiasmée qu'elle s'envolerait vers des espaces éthérés où n'existerait plus ni déjeuner ni appétit. Elle attendit qu'Anne eût terminé sa soucoupe de prunes bleues pour lui révéler le mystère. Madame Barry était ici cet après-midi. Elle a demandé à te voir, mais je ne voulais pas qu'on te réveille. Elle dit que tu as sauvé la vie de Minnie May, et elle s'excuse beaucoup d'avoir agi comme elle l'a fait à propos de cette histoire de vin de groseille. Elle dit qu'elle a compris, à présent, que tu n'avais jamais voulu saouler Diana, et elle espère que tu lui pardonneras, et que Diana et toi serez à nouveau de bonnes amies. Tu peux te rendre là-bas ce soir, si tu en as envie, car Diana n'a pas la force de bouger, à cause d'un mauvais rhume attrapé la nuit dernière. Anne Shirley, je t'en prie, garde les pieds sur terre. Une telle recommandation ne semblait pas utile. Une exaltation forcenée venait de s'emparer d'Anne. Elle était déjà debout, aussi vive et aérienne qu'une flamme. Oh, Marilla, puis-je y aller tout de suite? Je ferai la vaisselle en revenant. En un moment palpitant comme celui-ci, je ne pourrai jamais me contraindre à une tâche aussi peu romantique que celle de laver la vaisselle. Mais oui, vas-y, fit Marilla avec indulgence. Mais, Anne Shirley, es-tu folle? Reviens immédiatement te mettre quelque chose sur le dos. Tant pis, autant parler à une sourde. Elle est partie comme ça, sans fichu, sans bonnet. Il faut la voir, là-bas, filer à toute allure dans le verger, avec ses longs cheveux qui flottent derrière elle. Ce sera bien un miracle si elle n'attrape pas la mort. Anne, dans le crépuscule mauve du soir d'hiver, revint en dansant sur la neige. Au loin, au sud-ouest, une grande étoile à l'éclat précieux de perles trouait le ciel subtilement doré, au-dessus d'étendues blanches miroitantes que n'assombrissaient, ici et là, que les vallons d'épinettes. Les clochettes des traîneaux, qui circulaient entre les collines enneigées, lâchaient dans l'air glacial leurs carillons féeriques. Mais leur musique n'était pas plus douce que celle qui montait, évanescente, dans le cœur d'Anne. Tu as devant toi quelqu'un de tout à fait heureux, Marilla, déclara-t-elle. Je suis sûre qu'on ne peut être plus heureuse, oui, même en dépit de mes cheveux roux. C'est qu'en ce moment, mon âme flotte bien au-dessus de ce problème. Madame Barry m'a embrassée en pleurant. Elle m'a dit qu'elle en était désolée et qu'elle ne pourrait jamais me rendre tout ce qu'elle me doit. Je me suis sentie tellement gênée, Marilla, mais je me suis contentée de dire, le plus poliment que j'ai pu, je ne vous en veux pas, Madame Barry. Je vous donne l'assurance, encore une fois, que je n'ai jamais voulu causer de tort à Diana, et dorénavant, je couvrirai le passé d'un manteau d'oubli. N'était-ce pas une façon noble de s'exprimer, Marilla? J'avais l'impression de rendre à Madame Barry le bien pour le mal, et nous avons passé, Diana et moi, un après-midi délicieux. Diana m'a montré un nouveau point de crochet fantaisie que sa tante de Carmody lui a appris. Il n'y a personne à Avonlea qui connaisse ce point, à part nous, et nous avons fait le serment solennel de ne le révéler à personne d'autre. Diana m'a offert une fort belle carte, représentant une couronne de roses sur laquelle il est écrit « Si tu m'aimes comme je t'aime, ne nous séparera que la mort elle-même. » Ce qui est vrai, Marilla. Nous allons demander à Monsieur Phillips de nous permettre de nous asseoir à nouveau l'une à côté de l'autre. Gertie Pye peut fort bien se contenter de Minnie Andrews comme voisine. Le thé était exquis. Madame Barry a sorti son plus beau service de porcelaine, Marilla, comme si j'étais une vraie invitée. Je ne peux pas te dire à quel point cela m'a fait plaisir. Personne jusqu'ici n'a sorti pour moi son plus beau service à thé, et nous avons mangé, Marilla, du gâteau aux fruits, du 4/4, des beignets et 2 sortes de confitures. Madame Barry m'a demandé si je voulais du thé, et a dit « Papa, passerais-tu les biscuits à Anne? Ce doit être tellement agréable d'être grande, Marilla. C'est déjà si délicieux d'être traitée comme si on l'était. » Ça, je n'en suis pas si sûre, fit Marilla avec un petit soupir. Eh bien, de toute façon, quand je serai plus vieille, dit Anne d'un ton décidé, je parlerai toujours aux petites filles comme si elles étaient grandes. Moi, je ne me moquerai pas d'elles quand elles utiliseront de grands mots. Je sais, pour en avoir fait la douloureuse expérience, à quel point cela blesse. Après le thé, nous avons fait du sucre à la crème.
Diana et moi. Le sucre à la crème n'était guère réussi, parce que ni Diana ni moi n'en avions fait auparavant. Diana m'a laissé le tourner pendant qu'elle beurrait les assiettes. Je l'ai oublié et il a brûlé. Et puis, une fois que nous l'avons mis à refroidir sur la tablette, le chat a marché dans une assiette et nous avons dû le jeter. Mais ça a été extrêmement amusant quand même. Enfin, quand je suis repartie, Madame Barry m'a dit de revenir aussi souvent que je le désire. Et Diana, de la fenêtre, m'a envoyé plein de baisers tandis que je descendais le chemin des amoureux. Je t'assure, Marilla, que je me sens prête à faire ce soir la plus belle des prières, et je vais d'ailleurs en imaginer une toute nouvelle en l'honneur de cette occasion.